si l'on s'intéresse déjà aux ministres, il y a ceux qui ont été condamné, par exemple Alain Griset, condamné pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Il a démissionné, et Jean-Paul Delevoye, condamné pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait démissionné quand l'affaire avait éclaté. Il y a ensuite les mises en examen. Éric Dupond-Moretti, on l'a dit, pour prise illégale d'intérêt. Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui. Richard Ferrand pour prise illégale d'intérêt avant que les faits ne soient déclarés prescrits. Il a démissionné comme ministre, mais il est devenu ensuite président de l'Assemblée nationale. François Bayrou et Sylvie Goulard pour complicité de détournement de fonds publics. Ils ont démissionné. François Bayrou est ensuite devenu haut-commissaire au plan. Il y a également les ministres ou ex-ministres qui font l'objet d'une enquête. Gérald Darmanin, accusé de viol, un non-lieu vient d'être requis par le parquet de Paris. Olivier Dussopt, visé pour corruption et prise illégale d'intérêt. Sébastien Lecornu, soupçonné de prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Laura Flessel, sous le coup d'une enquête fiscale, elle a démissionné. Enfin, l'entourage d'Emmanuel Macron n'est pas en reste. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui est vraiment au centre du pouvoir actuel, dont les conflits d'intérêts avec l'armateur MSC font l'objet d'une enquête judiciaire. Thierry Solère, conseiller d'Emmanuel Macron, 12 fois mis en examen dans différentes affaires. Et bien sûr, l'ancien adjoint de son chef de cabinet, Alexandre Benalla, condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour les violences commises le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe. Aux côtés de policiers, il est également mis en cause dans d'autres affaires. Ça fait une liste assez longue. Hélène, on revient au début de cette émission. Emmanuel Macron avait dit un ministre mis en examen, il doit quitter le gouvernement. On voit bien que ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, au début, il y a eu une sorte de petite parenthèse. Emmanuel Macron a été élu en 2017 avec l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une campagne de François Fillon pourrie littéralement par les affaires. Et comme il disait sur notre plateau 2 jours avant son élection, il allait faire une grande loi de moralisation de la vie publique, précisément pour justement nettoyer un peu ça et arriver à l'Élysée avec cette image-là. Dans ce cadre-là, les premières affaires ont émergé, notamment celle des assistants parlementaires du MoDem et celle de Richard Ferrand. À ce moment-là, il y a eu quand même, alors que les personnes n'étaient pas mises en examen, il y a eu, disons, une volonté de les écarter discrètement, en tout cas de leur faire quitter le gouvernement au moment des législatives de 2017. Ça a été fait. La loi a été adoptée dans le courant de l'été. Et puis, l'exercice du pouvoir l'a rattrapé, et avec lui les affaires, et notamment celle de Richard Ferrand est très symptomatique. Il démissionne du gouvernement alors qu'il est visé par une enquête, mais pas mis en examen. En revanche, il est mis en examen et il accède au perchoir de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, je me souviens même que l'Élysée, par le biais de l'entourage d'Emmanuel Macron, avait clairement officialisé un soutien plein et entier du président de la République, ce qui, en matière de séparation des pouvoirs, pose aussi d'autres questions. Alors, dans ce quinquennat, on a quand même l'impression, tu l'as dit, au début, quand même, des choses avaient été un peu faites, puis qu'il y a quand même un tournant majeur. C'est l'affaire Benalla, qui éclate en 2018. À cette époque-là, alors que son entourage est mis en cause, voilà ce qu'il déclare. Et s'il cherche un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Autrement dit, Hélène, mes collaborateurs ne sont pas responsables. Le responsable, c'est moi, qu'on vient de me chercher. Il n'y aura aucune conséquence de toute façon. C'est un pied de nez total aux promesses d'exemplarité. Ouais, alors non seulement c'est un pied de nez total aux promesses d'exemplarité, mais cette séquence, moi j'allais dire je l'adore, non, parce que bon, mais elle est incroyable, parce qu'elle est vraiment symptomatique de ce qui s'est passé sous ce quinquennat. Il faut regarder, et j'invite tout le monde à le faire, enfin s'il a 2 minutes à perdre, les visages des personnes qui entourent Emmanuel Macron. C'est assez fascinant. On voit que les personnes qui ne sont pas habituées, les nouveaux ministres, etc., applaudissent, sourient, trouvent ça super, et on voit que quelques habitués, par exemple Gérard Collomb ou d'autres qui sont plus en retrait, qui ne se sont pas mis sur l'image. Je
pas citer Édouard Philippe, mais enfin, c'est le cas, sont davantage gênés aux entournures par ce qui se passe. Parce que c'est un pied de nez aux promesses d'exemplarité, mais c'est surtout un énorme pied de nez à un principe fondamental qui nous tient à cœur, normalement, quand on est citoyen et citoyenne, qui est celui de la séparation des pouvoirs. Quand Emmanuel Macron dit « il n'y a qu'un seul responsable, venez me chercher », il sait très bien que sous notre régime présidentiel, personne ne viendra le chercher. Parce que le président de la République est précisément irresponsable au regard de la Constitution de ce qu'il fait pendant son mandat. Et d'ailleurs, ça s'est tellement prouvé que quand certains ont essayé de venir le chercher, à savoir la commission d'enquête sénatoriale qui a demandé des comptes à l'Élysée, notamment à son cabinet, là, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que tout le monde disait vous venez non, mais vous ne pouvez pas venir me chercher. Donc, c'est vraiment quelque chose, et c'est encore ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est vraiment de la com pure, mais qui va à l'encontre de tous nos principes fondamentaux. Mais Fabrice, aussi une affirmation d'impunité. C'est le point de bascule. Vraiment, c'est le discours le plus important du quinquennat sur ces questions-là, parce que c'est la démonstration des accès populistes que peut avoir Emmanuel Macron. Ça peut paraître paradoxal pour un homme qui se présente précisément comme le barrage au populisme, mais si on écoute l'intégralité du discours, on a quand même un président de la République qui s'en prend à la presse, qui ne cherche plus la vérité, dit-il, au Parlement, à la justice et aux oppositions. Donc moi, je ne sais pas comment on appelle quelqu'un qui, au sommet du pouvoir, s'en prend à tout ce qui constitue les contre-pouvoirs dans une nation, si ce n'est du populisme. Alors, c'est peut-être du populisme disruptif, du populisme cool, du populisme New Age et Nouveau Monde, peut-être, mais c'est un acte populiste. Et là, on a vu que dès qu'il est mis en difficulté, au-delà des effets de communication et des effets de manche, des promesses du Nouveau Monde, en réalité, on retombe dans un archaïsme des institutions qu'endosse le président de la République et dont l'affaire Benalla a été le point de renversement. Et on voit que la présidence, à partir de là, Macron, n'a plus eu rien à voir avec ce qu'a été le candidat Macron et ses promesses, notamment sur le terrain duquel il a été l'enfant victorieux de l'élection, celui de la moralisation de la vie publique. Emmanuel Macron est l'enfant de l'affaire Fillon. S'il n'y a pas l'affaire Fillon, peut-être qu'Emmanuel Macron ne serait pas là. Et donc il sait très bien le trou de souris par lequel il est passé pour pouvoir accéder au pouvoir. Et en fait, il a balayé tout ça d'une chiquenaude à partir du moment où il a été mis en difficulté dans cette affaire Benalla et toutes les autres qu'on rappelle dans la BD et dans l'émission. Antoine, pour terminer quasiment, il n'y a pas que les ministres. Il y a aussi le nouveau monde d'Emmanuel Macron en 2017, la société civile d'Emmanuel Macron, tous les nouveaux candidats élus aux législatives qui font une nouvelle majorité à Emmanuel Macron, entre autres à l'Assemblée nationale. C'est souvent de nouveaux visages et tous et toutes n'ont pas été exemplaires. Non, et là aussi c'est assez significatif en fait dans l'évolution en fait du quinquennat, la trajectoire politique au-delà d'Emmanuel Macron en fait, de son camp politique. On a en 2017 des élus issus de la société civile qu'on présente comme ayant des nouveaux réflexes, y compris sur ces questions-là. En fait, on explique que l'affaire Fillon c'est finalement l'héritage de vieilles pratiques au Parlement, à l'Assemblée. On a des emplois fictifs et que on va tout changer en fait. Parce qu'il va y avoir des profils beaucoup plus jeunes, qui ont bossé dans le privé, qui ont d'autres rapports à l'argent, etc. C'est la photographie initiale. Et ce qu'on se rend compte, le diagnostic 5 ans plus tard, c'est que la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a complètement délaissé ces sujets-là. C'est-à-dire que les lois de moralisation ont été votées, on estime que c'est fait, c'est bon, c'est inscrit dans le bilan. Les emplois familiaux. Exactement, le contrôle à la marge de frais de mandat, même si ça n'a pas été beaucoup plus loin, et on estime que c'est bon, c'est inscrit dans le bilan et on évacue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation aberrante d'une majorité présidentielle qui est élue sur des promesses d'exemplarité, de transparence, et un décalage assez abyssal avec la situation de certains députés. On a les cas, par exemple, de la députée de Paris, Laetitia Avia, de la députée de Seine-Maritime, Cira Silla, dont on a documenté dans les colonnes qu'elles avaient des problèmes de comportement avec leurs équipes, et ces deux personnalités sont totalement protégées par le parti, malgré les alertes, malgré le parti ne se saisit même plus de ces questions-là. C'est-à-dire que c'était un argument électoral, mais quand il s'agit ensuite d'aller confronter des promesses initiales à des personnes en responsabilité, il n'y a plus personne. Et donc, on a des collaborateurs et collaboratrices qui sont en difficulté, qui alertent le parti, qui alertent l'Assemblée nationale, qui saisissent le déontologue et rien ne se passe. On a le cas de Sandrine Josso en Loire-Atlantique qui
quand même excusé à demander à une de ses assistantes parlementaires de lui prêter 10 000 euros en faisant un crédit à la consommation et qui ne la rembourse pas. Donc il y a un contentieux judiciaire autour de ça. Là aussi, le parti ne s'en saisit pas, l'Assemblée nationale ne s'en saisit pas. On pourrait imaginer que dans le rapport de force inversé entre une collaboratrice parlementaire et une députée, le poids du parti et le poids institutionnel pourrait quand même venir équilibrer les choses et faire comprendre à cette députée qu'elle devrait rembourser sans avoir à passer par les tribunaux. On a le cas de Benoît Simian, député de la Gironde, qui est renvoyé devant le tribunal pour des faits de harcèlement sur son ex-femme et qui a été protégé par l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale n'a pas voulu lever son immunité parlementaire, ce qui a eu quand même des conséquences, c'est-à-dire que les gendarmes en charge de cette enquête n'ont même pas pu entendre sous le régime de la garde à vue ce député. Et puis en termes de symbole aussi, ça a été complètement vécu de manière extrêmement dramatique par l'ex-femme qui avait porté plainte et dénoncé les faits. On a aussi le cas de Jean-Jacques Bridet qui est lui un ancien socialiste, donc c'est aussi les anciens socialistes qui avaient rallié Emmanuel Macron, même profil que Richard Ferrand, et qui sont venus finalement y compris irriguer de leurs affaires le Nouveau Monde et Jean-Jacques Bridet, donc qui c'est ce fameux député dont on avait raconté l'histoire avec Hélène, qui double facturait les frais de bouche pour se faire rembourser par une société d'économie mixte et sa mairie sur les mêmes repas en fait. Donc comme ça il gagnait de l'argent sur les repas puisqu'il était assez important, voilà, voilà, il mangeait bien. Et donc ce député qui a été épinglé avec documents à l'appui est resté à la tête de la commission de la défense nationale, qui est une commission importante. Hélène, pourquoi tout ça n'a pas de conséquences ? Est-ce que le pouvoir se dit finalement les gens, ça passe finalement, un jour il y a ça, et puis forcément, le lendemain, les gens ne parleront plus forcément. Comment on explique finalement que ce qui était porté comme une priorité, la moralisation de la vie politique, l'est beaucoup moins à la fin de ce quinquennat, ou à partir du milieu du quinquennat ? Et surtout, est-ce qu'on entend assez peu parler de cette question de la moralisation de la vie politique aujourd'hui dans la campagne présidentielle ? Donc est-ce que effectivement c'est parce que l'opinion, par exemple, s'y intéresse moins ? En fait, il y a deux choses. S'agissant d'Emmanuel Macron et de son écosystème, ça va au-delà des affaires. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un monde où rien n'est grave. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi. On peut être préfet de police de Paris et expliquer à une manifestante qu'on n'est pas du même camp. Ben, c'est pas grave. On peut être mis en examen alors qu'on est ministre de la Justice. C'est pas grave. Tout ça, tant que ça passe, c'est gagné. Je dirais, c'est de cette façon-là dont c'est réfléchi, et même vraiment très au-delà des affaires. C'est-à-dire que on peut dire dans un journal qu'on emmerde une partie des citoyens français alors qu'on est président de la République. Ça passe, tout passe. C'est ça qui est assez fascinant. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, symptomatique de ce pouvoir-là. Et l'autre chose, c'est que s'agissant de la campagne, enfin, faut quand même se rendre compte qu'on est dans un moment où on a un candidat d'extrême droite qui dit des horreurs absolument... Éric Zemmour, on peut le citer, qui dit des horreurs absolument toute la journée, dans une forme, pas d'indifférence générale, parce que les gens s'en offusquent quand même, qui est condamné par la justice. Mais enfin bon, il est candidat, il est invité absolument sur tous les plateaux de télé, on lui donne la parole sans cesse, on en fait des capsules sur les réseaux sociaux et ça relaie de la haine absolument toute la journée. Donc si vous voulez, dans ce contexte-là généralisé, qui est quand même pas glorieux pour personne, je pense, les histoires d'exemplarité, ça passe presque pour un ovni au milieu de cette campagne-là. On est déjà dans quelque chose de lunaire sur le plan politique, sur le plan démocratique, sur le plan citoyen. Merci à tous les trois. On rappelle donc cette BD qui vient de sortir, je vais la montrer, La présidence Macron sous enquête, une collaboration de Mediapart avec la revue dessinée BD.